sommes ici pour vous présenter une série de 5 balados dont le thème est le suivant. Tout ce que vous avez toujours voulu connaître sur la grammaire sans oser le demander à une didacticienne de l'orthographe. Je me présente, je suis Francesca Sinotte, chargée de cours au département des sciences de l'éducation, et je vais laisser ma collègue se présenter. Oui, bien merci de l'opportunité de jaser de grammaire et d'orthographe. Je sais que ça pourrait peut-être sembler pas tellement intéressant, mais au contraire, on va essayer de démontrer que ça va être quand même amusant. J'y ai, mine de rien, consacré ma vie, dans le fond, à cet apprentissage de la grammaire et de l'orthographe. Parce que, pourquoi? En fait, rien ne me prédestinait vraiment à ça. Hein. Quand j'étais plus jeune, moi, j'avais pas tant de facilité que ça en français. J'étais dysorthographique. J'ai eu de l'orthopédagogie quand j'étais plus jeune pour m'aider. J'avais de la misère avec ma droite et ma gauche. C'est encore toujours vrai. Et puis, j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre l'orthographe. Ça a vraiment été un enjeu jusqu'à l'université. J'ai même subi des humiliations publiques là, en me faisant remettre mes travaux alors que j'avais fait trop de fautes d'orthographe. Des professeurs universitaires vous humiliaient publiquement. Exactement. Il y en a qui ont cette formule-là là, de faire ça, là, de refuser de corriger les travaux, certains travaux, puis il fallait venir chercher notre travail en avant devant tout le monde parce qu'on avait fait trop de fautes. Alors, j'ai fini par surmonter ça. Hein? J'ai fini vraiment par apprendre. Et j'ai décidé de quitter le bac dans lequel j'étais à l'Université de Montréal à l'origine, qui est un bac en histoire, que j'ai fini. Mais après ça, je me suis réorientée pour retourner dans l'enseignement. Et cette fois-ci, c'était la grammaire et l'orthographe, mon intérêt. Alors, moi, j'avais réussi à surmonter ça. J'allais aider d'autres personnes à surmonter cet apprentissage assez complexe. Hein? Il y en a qui l'ont facile, là, mais il y en a d'autres que c'est pas mal plus difficile. Alors, tu t'es spécialisée en grammaire. Exact. J'ai fait une première maîtrise sur vraiment la grammaire, mais quand je suis arrivée avec la thèse de doctorat, là, c'était plus spécifique encore. C'était vraiment lié à l'apprentissage de l'orthographe grammaticale. Puis dis-nous donc, Priscilla, la grammaire, qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que c'est une matière scolaire? Oui, ça, c'est une très bonne question. Qui nécessite comme plusieurs niveaux de réponse. Et c'est sûr que si vous ouvrez votre PFEQ... Le programme de formation de l'École québécoise. Exact. Puis vous cherchez ou dans votre progression d'apprentissage, vous allez trouver des notions grammaticales à enseigner. Donc, ça fait partie des connaissances qu'on a à enseigner. C'est pas une compétence, par contre. C'est pas considéré par le ministère comme une compétence à développer en soi. C'est un outil pour développer les autres compétences, soit écrire, parler, lire, etc. On pourrait argumenter sur ce point-là, mais c'est vraiment de cette façon-là que c'est présenté. Donc, c'est une matière scolaire, pas tellement. Ce sont plutôt des connaissances qu'on a à faire apprendre pour développer les compétences. Mais si je pose la question à monsieur, madame, tout le monde dans la rue, là, est-ce que la grammaire, c'est une matière scolaire? L'association va être vraiment très, très Les gens vont dire, ben oui, parce qu'on apprend ça à l'école. Oui, puis en fait, ça va même plus loin. Et c'est là la difficulté de l'enseignement, là, un des enjeux de l'enseignement de la grammaire et de l'orthographe, c'est que pour les gens, ça représente même l'école. C'est quoi les souvenirs d'école qu'ils ont? Bien, c'est très souvent ce qui va sortir, peut-être les multiplications et les dictées en classe. Apprendre des règles de grammaire par cœur. Exactement. Donc, et puis c'est pas souvent associé à des sentiments super positifs là, dans la population. Oui, il y en a qui ont eu du plaisir puis qui ont toujours eu bon dans leur dictée. D'ailleurs, ils sont souvent assis devant nous à l'université parce qu'ils s'en vont enseigner ça. Et il y en a d'autres qui ont vraiment des souvenirs très pénibles, et c'est mon cas. Là. Moi, je n'ai pas une dictée que j'ai réussi à passer avant je ne sais pas quel âge. Donc, c'est pas quelque chose qui est toujours plaisant là, de se faire humilier à chaque semaine parce que tu t'échoues. T'sais. Donc, ça reste vraiment dans les esprits, même d'adultes. OK. Puis, donc, on peut... Mais qu'est-ce que c'est la grammaire? Oui, ça, c'est... Est-ce que c'est l'autre aspect de la réponse qui devient compliqué? Tu sais, dans le fond, la grammaire et la langue, le code, là, c'est souvent confondu par les gens comme étant une seule et même chose. Mais dans les faits, on parle sans avoir besoin de grammaire et d'analyse. Hein? C'est intuitif. C'est intuitif. Le développement du langage chez l'enfant, c'est intuitif. Puis l'enfant de 2 ans, quand il dit « Mégane veut un biscuit », il a compris beaucoup de choses. Là. Il a placé un sujet, il a mis un verbe, il l'a mis dans le bon ordre. Il a placé un déterminant devant son nom, mais il ne sait pas c'est quoi un verbe, ni un sujet, ni rien. Puis il a été capable de le faire.
Donc, la langue existe à l'extérieur de la grammaire. La grammaire, si vous voulez, c'est comme une tentative d'explication pour essayer de comprendre comment la langue fonctionne. C'est quoi les mécanismes qu'il y a derrière? Chaque langue a sa grammaire. Ah ben oui, puis même, on pourrait même aller plus loin. Tu sais, qu'est-ce qu'une langue? Là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais une langue, on la présente comme le français, comme s'il y avait un seul français. Mais en fait, il y a des variations. Il y a des variations géographiques, il y a des variations aussi de milieu, il y a des variations de registres de langue et il y a des variations aussi même dans le temps. Je vous mets au défi de lire Perrault. Hein? Charles Perrault, les contes de Perrault. Oui, avec vos petits au primaire, là, lisez une version originale écrite dans la syntaxe de Perrault, puis vous allez trouver que c'est pas mal alambiqué. On parle plus, on écrit même plus de cette façon-là. Alors, on voit qu'il y a aussi des variations dans le temps. Alors, une grammaire qui expliquerait Charles Perrault serait inadéquate pour expliquer aujourd'hui la façon dont on parle et dont on s'exprime pour aider l'apprentissage de ce français, je vais dire, standard. Là. Un français standard. Bien, ça me fait penser en fait, dans le milieu de l'enseignement, on est souvent critiqué, les professeurs, les enseignants, les professeurs au primaire, au préscolaire, au secondaire, qu'on ne possède pas bien la langue. Est-ce que c'est une question de grammaire? C'est quand je pense à certains puristes qui nous critiquent sur la langue. Là. Oui, bien, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux la nommer en tant que telle, mais bon, je sais de qui tu parles, mais on la nommera pas. C'est ça, on en connaît certains qui véhiculent une vision vraiment très, disons, élitiste de la langue. Le problème, c'est que on l'apprend intuitivement, j'en ai parlé tantôt. Alors, selon le milieu dans lequel tu nais, tu apprends la variation de ton milieu. Alors, pour certains milieux, ce qui s'enseigne à l'école et ce qu'ils ont vécu quand ils étaient tout petits, est similaire. Hein? C'est sûr que l'oral, c'est jamais l'écrit, là, c'est deux façons de faire différentes, mais il y a beaucoup de similarités, vocabulaire. Donc, le saut n'est pas énorme. Là. C'est un petit bond là, quand il arrive à l'école pour commencer à entrer dans l'écrit. Mais il y a certains milieux qui sont en très grande distance par rapport à l'école. Okay. On présente ces enfants-là comme étant en échec. Mais est-ce qu'ils sont en échec? Mais non, ils ont appris la langue de leur milieu. Vont dire, par exemple, sontait. Les parents vont dire sontait, les autres vont dire sontait. Ils risent, ils josent, tu sais. Bon. Et quand ils arrivent à l'école, ben là, eux ont à désapprendre la façon dont ils ont appris à la maison. Puis ils sont même parfois dans une espèce de déloyauté par rapport à la famille puis par rapport à leur milieu. Ils sont en train d'apprendre une langue extérieure à leur communauté. Plus ou moins selon les milieux, puis ça peut carrément causer des problèmes d'insécurité linguistique, des problèmes de culpabilité ou de honte par rapport à son milieu. De honte par rapport à son milieu. Oui, ça, c'est terrible. Ça. Puis de rejet aussi de la norme scolaire, éventuellement, en disant, ben là, non, regarde-moi, je m'en vais pas sur ce terrain-là. L'école nous apprend à être différent de notre milieu. Bien, c'est pas une mauvaise chose nécessairement de s'extraire de soi puis de sortir de soi, mais par rapport à la langue, je vous dirais que c'est vraiment une matière scolaire. C'est vraiment un domaine scolaire pour lequel il y a des questions d'identité qui sont très, très fortes et qui vont venir jouer en plus. Tu sais, la dimension affective va venir jouer en plus de la dimension cognitive qui est déjà quand même difficile. Hein? Il faut le dire, le français écrit, là, c'est l'un des c'est une langue qui est difficile à écrire, le français. Oui. On a, pour des raisons d'élitisme, pour des raisons de prestige de la langue antérieurement, on ne peut accepter les variations, les corrections, les révisions linguistiques pour uniformiser un peu plus notre orthographe. Hein. Je vous rappelle juste... je te rappelle, Francesca, juste en 91, là, la grande réforme de l'orthographe, qui n'est pas du tout une réforme grammaticale, qui n'a rien à voir avec la grammaire. Rien à voir avec la grammaire. On a simplement changé la façon d'écrire certains mots pour uniformiser, pour laisser tomber des exceptions historiques là, qui n'avaient pas de bon sens là, en tant que tel, qui n'avaient pas de soutien, qui n'affectaient pas non plus la prononciation d'un mot. Là. C'est vraiment des éléments
il n'y avait pas beaucoup, là, c'était timide. Là, Ça a causé tout un tollé. Là. C'est ça, là, les gens dans la rue à protester parce que le « i » de oignon a disparu. Pourtant, vous regardez Rognon, vous n'êtes pas choqués. Là, il n'y a pas de « i » à Rognon, mais non. Oignon, lui, il ne faut pas toucher à ça. Puis, est-ce qu'on a le droit de dire des chevals? Ah oui, c'est une excellente question. Bien, la réponse se trouve dans ce que j'ai dit précédemment. Aucune rectification orthographique n'a porté sur des variations de prononciation. Mm-hmm. Alors non, des chevals n'en fait pas partie. C'est une légende urbaine qui a la couenne dure. À chaque année, dans mes cours à l'université, je pose la question à mes étudiants. J'ai toujours la moitié des étudiants qui pensent qu'on peut le dire maintenant, des chevals. Okay. C'est non. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est des chevaux, un cheval, des chevaux. C'est une légende urbaine qui a commencé au Québec, imaginez-vous donc. Là, on est capable de la retracer, puis qui a envahi la francophonie au complet. Et je me rappelle même, moi, de m'être obstinée avec mes profs de français du secondaire pour leur dire qu'on avait le droit de dire des chevals maintenant. Fait que tu sais, ça fait longtemps qu'elle court, là, cette légende-là. Et là, si on en revient à la question de départ, Ouais. là, la grammaire versus... On est parti de la question, c'est quoi la grammaire? Ouais. Puis là, on est rendu dans l'orthographe des mots. Oui. Mais ça n'a pas de lien, mais en même temps, ça en a un. Oui, ça a quand même un lien, c'est certain, d'autant que je parlais d'orthographe grammaticale tantôt. Mais il faut comprendre que la grammaire, c'est de l'explication sur le code. OK. Donc, qu'il soit écrit ou qu'il soit à l'oral, on essaie de comprendre et d'expliquer les règles de fonctionnement. Pourquoi je peux dire des chevals, pourquoi j'écris des chevaux ou un cheval, bien, il va y avoir des règles grammaticales qui vont expliquer ça. Maintenant, les règles grammaticales qui expliquent ça, c'est pas une vérité absolue, là. Non. Non, c'est juste une façon qu'on a d'expliquer les choses. Et avec le temps, on s'est rendu compte que la grammaire d'avant, celle que j'avais, moi, quand j'étais plus jeune. La grammaire traditionnelle. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant aujourd'hui. Cette grammaire-là, on s'est rendu compte que les enfants, même les adolescents, n'arrivaient pas à comprendre les explications. C'est pas que ces explications étaient si fausses, là, ou c'est que ça fonctionnait pas, ça collait pas. C'était trop sémantique. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Alors, on a proposé des changements dans la façon d'expliquer ce qu'on observe au niveau des phénomènes. Donc, la nouvelle grammaire, ce sont des changements qui ont été faits pour mieux s'approprier la grammaire. Oui, c'est bien, la manière que j'explique ça, c'est correct? C'est fondamentalement didactique, dans le fond. OK. Tu sais, à la base, la grammaire rénovée, la grammaire qu'on utilise dans les classes du primaire, du secondaire, c'est une grammaire pour... C'est le tissu, c'est l'explication qu'on donne sur la langue. Mm-hmm. On peut expliquer la langue par plein de points de vue différents. La grammaire traditionnelle, elle prenait un point de vue qui était sémantique. C'était pas un mauvais point de vue. Quand tu dis sémantique, là, pour s'assurer que tout le monde comprenne bien, là, c'est le sens. Exact, c'est le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Donc, on disait, par exemple, le mouton mange. Bien, le sujet, c'est celui qui fait l'action. Puis, le verbe, ça va être l'action. C'est pas faux, là, en tant que tel. Le problème, c'est quand tu arrives au mur penche, bien là, qui fait l'action, est-ce que pencher, c'est une action? Là, ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué. Mais il y a une analyse sémantique qui est à faire puis qui commence à être assez fine pour échapper à des adolescents ou à des enfants. Ça, c'était le point de vue de la grammaire traditionnelle, c'est ces lunettes. Alors qu'avec la grammaire rénovée, on a changé de lunettes. Tu l'appelles la grammaire rénovée, oui. la nouvelle grammaire, là, qui est plus nouvelle parce que ça date de 1991. Même, on a des occurrences de cette grammaire-là dans les années 70. En plus, même donc ça serait un peu ridicule de l'appeler nouvelle. Oui, quand même, je n'étais pas née. Fait que bon, même on a 67, 68, là, les premières. Donc, le terme à utiliser, c'est grammaire traditionnelle versus grammaire rénovée. Oui, parce que vous allez voir l'appeler de plein de façons différentes, là, actuelle, nouvelle, contemporaine, etc. Ça ne veut rien dire. En fait, cette grammaire-là, elle a fait l'objet d'une rénovation, d'une entreprise de rénovation par des linguistes et des didacticiens. On était un peu jeunes de parler de didacticiens à cette époque-là, mais des gens qui étaient intéressés par l'apprentissage, des enseignants en classe. Elle a fait l'objet d'une
rénovation coordonnée, OK. même interpays. D'une certaine façon, c'est le Québec qui a le plus résisté Ah oui? à cette incursion de la nouvelle grammaire ou de la grammaire rénovée à l'époque. Bien, ça s'explique, encore une fois, pour des questions émotives. Émotive. Ça s'explique parce que, dans le fond, le Québec a toujours eu à défendre sa langue. Et donc, accepter de venir la revisiter ou la revoir, accepter d'avoir une nouvelle grammaire pour expliquer cette langue-là, a été perçu vraiment comme une entreprise d'amoindrir la langue ou de ne pas respecter la langue. Vraiment, encore une fois, on a vu l'association langue-grammaire se faire dans la tête des gens. Et donc, on a refusé ce changement grammatical. On est resté vraiment collé à la grammaire traditionnelle très longtemps. Puis est-ce que il n'y a pas justement aussi une raison de confusion avec l'orthographe, la nouvelle orthographe? Bien, c'est un autre sujet, mais effectivement, quand je parle de ça avec mes étudiants en classe, on voit qu'il y a un amalgame qui a été fait. Changer l'orthographe, c'est changer la façon dont le mot s'écrit. Quand je change de grammaire, je change absolument rien à la langue. La phrase va toujours s'écrire de la même façon. C'est mes explications sur la phrase qui vont changer, mais je ne touche pas aux matériaux linguistiques. Puis cette rénovation-là, est-ce qu'elle a permis une facilité d'accès à la grammaire avec les élèves dans la classe? Moi, j'en suis persuadée. C'est difficile en enseignement de faire des recherches qui démontrent clairement... il y a plein de micro-recherches, des recherches menées dans des petites classes pour voir comment un apprentissage se fait d'une certaine façon ou d'une autre façon. Est-ce que ça se fait mieux ou est-ce que les élèves apprennent mieux? Mais on est capable de dire, par ces micro-expériences, par la formation, par l'accompagnement que j'ai auprès des étudiants ou auprès des élèves, on voit que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Okay. Combien de fois dans ma classe, moi, j'ai eu des étudiants qui ont fait « Ah, c'était ça! Comment ça se fait? » Bien, il n'y a rien qui a changé. Là. Je l'ai juste pris de l'autre côté, je te l'ai expliqué différemment, puis là, tu viens de comprendre. Ça serait intéressant, Priscilla, dans un prochain podcast, balado, pardon, oui. Dans une prochaine balado, que tu nous donnes des exemples de manipulation grammaticale comme ça pour qu'on puisse mieux comprendre ton propos. Oui, tout à fait. Alors là, pour terminer ce premier podcast, si on faisait... je vais te laisser le mot de la fin. En fait, essaie de faire une synthèse de ce qui a été dit. Et là là! Attends, je vais ramasser mes idées. Bien, ramasse. Donc, premièrement, langue, orthographe, la langue, la phrase, la façon dont les accords se font, comment les mots s'écrivent, tout ça, c'est une chose. Puis de l'autre côté, on a l'appareil d'explication qui vient expliquer la langue, qui est la langue chose. Et la grammaire. C'est ça. Okay. On va essayer de les distinguer. C'est pas parce que je modifie la grammaire que je modifie la langue, et c'est pas parce qu'on est venu faire des modifications à l'orthographe de certains mots qu'on a nécessairement changé. On n'a pas changé les explications. Pas nécessairement. Ça dépend le type de changement qui est fait, là, mais en 91, il n'y a pas grand règles de grammaire qui ont été touchées. Il y en a quelques-unes avec l'accord des noms composés, entre autres, mais bon. Donc, c'est quand même deux, tu sais, faut les distinguer. OK. Alors, c'est pas parce qu'on fait des changements à la grammaire, par exemple, c'est pas parce qu'on ne parle plus aujourd'hui de participe passé employé seul, parce qu'on n'en parle plus. Qu'il n'existe plus. Bien, c'est-à-dire que le phénomène que ça représentait n'existe plus. Mm-hmm. On l'appelle autrement maintenant. Et la façon dont on le définit autrement, comme un adjectif, est beaucoup plus pertinente. Moi, en tout cas, j'aurais l'intention qu'on prenne une balado complète pour parler de participe passé. Oui, on va faire le ménage là-dedans. C'est bon. Ça, je pense que ça vaut la peine. Ouais. Je te remercie, Priscilla, pour cette première rencontre. Alors, à la prochaine pour encore 4 rencontres avec Priscilla et Francesca.